Il y a 2 jours, j'assistais à une biennale sur l'eau et une des tables rondes portait sur les défis de l'agriculture urbaine et périurbaine. C'était évidemment très intéressant. Je vais donc vous expliquer ce qu'est l'agriculture urbaine, probablement en plusieurs épisodes parce que le sujet est large. Et si jamais vous voulez cultiver et que vous ne savez pas combien une culture pourrait vous rapporter, je vous propose des mini-formations sur le calcul de votre bénéfice en cultivant le piment, le maïs ou la laitue. Les tarifs sont vraiment attractifs actuellement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne AgroEden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise AgroEden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. L'agriculture urbaine et périurbaine fait référence à une large gamme d'activités qui prennent place dans des limites ou en périphérie des agglomérations urbaines. La production de légumes, d'aromatiques, de fleurs, fruits, champignons, l'élevage de porcs, de cochons d'Inde, moutons, chèvres, volailles, l'aquaculture, l'apiculture, les activités de production forestière et même la transformation et la vente des produits de ces activités dans les villes et dans sa périphérie sont considérées comme des activités d'agriculture urbaine et périurbaine. L'histoire de l'agriculture urbaine et périurbaine est ancienne et est étroitement liée à l'évolution des comportements alimentaires, notamment à l'époque coloniale. En effet, avec l'arrivée de colons, bénéficiant d'un pouvoir d'achat élevé, de nouvelles habitudes alimentaires ont été introduites. Cela a entraîné la création de ceintures vertes conçues pour fournir des produits frais en réponse à ces besoins émergents. Il est à noter que cette forme d'agriculture est souvent caractérisée par sa modernité et elle a été encouragée par des investisseurs locaux tels que des commerçants, des fonctionnaires et des entrepreneurs. Cette approche s'est révélée particulièrement adaptée à la production de certains types de produits dont nous parlerons dans quelques instants. Quel est le principe de l'agriculture urbaine, notamment en Afrique ? Les espaces agricoles urbains ou périurbains peuvent être aménagés directement sur le sol, dans les jardins résidentiels, sur les toits des bâtiments, en bas-fond. Les fruits et légumes sont cultivés en plein air ou sous serre de façon plus ou moins artisanale, selon les moyens financiers dont on dispose. L'agriculture urbaine utilise différentes méthodes de production. La culture en pleine terre, qu'on retrouve principalement en Afrique, la culture hydroponique, où les végétaux baignent dans un liquide nutritif, l'indoor, culture en intérieur avec une lumière artificielle, l'aquaponie, la culture en radeau et bassin, et les cultures en bac ou dans des pneus. Ces méthodes de production sont souvent accompagnées par des pratiques agricoles durables qui nous sont si chères ici chez AgroEden. Mais quelles sont-elles ? Ce sera essentiellement l'agriculture, dite biologique, l'agroécologie, la permaculture, la biodynamie, etc. Seulement en Afrique, les motivations de cultiver en ville sont tout autres. Pour commencer, on se rend compte que l'agriculture urbaine répond à un problème essentiel qui est celui de l'approvisionnement alimentaire de villes dont la démographie est galopante, due, entre autres, à des flux migratoires de la campagne vers la ville. Notons aussi que le secteur agricole emploie un peu moins de la moitié de la population africaine et en Afrique de l'Est, le taux de population agricole active est de 70%. On note aussi une paupérisation en milieu urbain. Donc pour ces raisons, il y en a sans doute d'autres encore, l'agriculture urbaine et périurbaine remplit bien plus qu'une fonction de consommation alimentaire et d'emploi que de loisirs ou paysages comme c'est parfois le cas en Occident. Pour réussir son projet d'agriculture urbaine, il faut tout d'abord pouvoir trouver un site, un lieu pour votre ferme. Même si vous êtes propriétaire ou locataire de 50 mètres carrés, ce n'est pas négligeable. Vous seriez curieux de voir ce que vous pourriez cultiver sur cette petite surface. Donc pour commencer, il faut essayer de comprendre les éléments de votre site, les éléments qui l'animent pour avoir le moins de travaux à faire sur ce lieu. Parfois, il faut se montrer paresseux dans un objectif d'économie d'énergie. Ce que je veux dire ici, c'est que là où vous avez une source d'eau, c'est à proximité que vous établirez par exemple une pépinière. En fait, l'observation de votre écosystème est importante.
Le relief est éminemment crucial. Ou encore, si vous êtes sur un terrain en pente, vous allez privilégier en bas de pente les cultures les plus exigeantes en eau, comme les bananiers ou le cacaoyer éventuellement, sinon le maïs. Une fois cette analyse établie, vous allez réfléchir à ce que vous pourrez mettre en place. Compte tenu de votre capital financier, celui-ci vous permettra notamment de vous fournir en outils et équipements. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'une houe, d'une binette, d'un râteau, d'une pelle, d'un arrosoir, machette, brouette, etc. Selon la superficie, vous pourriez avoir besoin également de main-d'œuvre si vous ne travaillez pas vous-même. Cette main-d'œuvre pourrait vous être aussi bien utile pour creuser une rigole que pour récolter la carotte. En ce qui concerne le renouvellement de la fertilité de votre sol, on va parler de fumure. En maraîchage urbain, le système de culture est intensif et demande un apport obligatoire et régulier d'engrais. Donc, les engrais organiques se trouvent sous plusieurs formes. Vous pouvez opter pour le lisier de porc, qui provient généralement des porcheries environnantes et des unités d'élevage individuelles des paysans. Vous pouvez opter pour les fumures de poule, également appelées fientes de poule par les maraîchers, qui sont aussi beaucoup demandées en maraîchage urbain. L'épandage du fumier en surface reste la méthode pratiquée par la plupart des maraîchers. Attention toutefois à ne le laisser qu'en surface. C'est facile, ça ne demande pas trop de travail, c'est un gain de temps, mais sachez que vous perdez de l'azote par volatilisation, c'est-à-dire que l'azote se perd dans l'air et c'est également une perte d'argent. Donc enfouissez-le. D'autre part, vous pouvez déplorer des pertes d'éléments nutritifs par ruissellement dû aux pluies agressives et aux arrosages fréquents et abondants. Les débris végétaux compostés, tels que les mauvaises herbes défrichées et les résidus d'anciennes cultures, sont aussi utilisés en maraîchage. Le paillage, lui, est surtout pratiqué par les producteurs vivriers qui laissent les mauvaises herbes arrachées se décomposer sur place. Les déchets ménagers, eux, sont fréquemment utilisés par les maraîchers aussi. Ainsi, vous bouclez la boucle en restituant plus ou moins au sol ce que vous avez prélevé. Concernant les engrais chimiques ou minéraux les plus utilisés par les maraîchers, il s'agira surtout de l'engrais complet NPK 20-10-10, 12-06-20, l'urée, donc de l'azote, le sulfate de potasse et les phosphates. Le sulfate d'ammoniac, les engrais foliaires et le chlorure de potasse sont aussi utilisés. L'emploi des pesticides est dans de nombreux cas abusif. L'agriculture urbaine et périurbaine cible majoritairement des cultures à cycle court et parfois fragiles, donc les exploitants vont utiliser des pesticides parfois non homologués pour se débarrasser des maladies et parasites au plus vite. Ce sont parfois des produits vendus sous le manteau, comme on dit, de contrebande ou de contrefaçon. Faites bien attention à cela. Il existe sinon des insecticides, entre guillemets, traditionnels, utilisés par les maraîchers comme la cendre de cuisine qui est aspergée sur les légumes pour lutter contre les insectes. La cendre peut aussi avoir un effet bénéfique sur la structure du sol. Sinon, d'autres pesticides naturels sont employés comme l'utilisation de feuilles de tabac ou d'écorces d'arbres. La réussite ou l'échec des cultures de votre espace dépend essentiellement de son arrosage. En effet, ce n'est pas toujours l'absence d'eau ou de pluie, mais la température élevée et constante qui provoque les dégâts. Un apport d'eau baisse cette température et compense l'évapotranspiration des plantes. Parasites et maladies sont presque toujours présents. Leur développement dépend de la capacité de la plante à résister à leurs attaques. Un manque d'eau affaiblit la plante et très vite les insectes, les champignons et les virus l'attaquent. Si vous voulez plus de détails sur comment établir sa ferme urbaine et périurbaine en Afrique, n'hésitez pas à me contacter directement sur les réseaux qui s'affichent à l'écran ou bien par mail. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de l'agriculture urbaine, périurbaine en Afrique? En termes d'avantages, on commence par la sécurité alimentaire. L'agriculture urbaine permet de produire des aliments frais et potentiellement nutritifs à proximité des zones urbaines, réduisant donc la dépendance aux importations alimentaires.
Cela contribue à assurer une alimentation stable pour les populations de la ville. Deuxième avantage, la création d'emplois et les opportunités économiques. L'agriculture urbaine et périurbaine offre des opportunités d'emploi et de revenus pour les populations de la ville, en particulier les jeunes et les femmes. Cela contribue à réduire le chômage et la précarité économique. De plus, la proximité des marchés d'écoulement résout la problématique des frais de logistique. Parfois même, la récolte est vendue directement sur le lieu de production. Troisième avantage, la réduction de la pauvreté. C'est une suite logique du point précédent en fournissant des moyens de subsistance durables aux populations urbaines défavorisées. L'agriculture urbaine et périurbaine peut contribuer à la réduction de la pauvreté en créant des opportunités économiques locales. Quatrième et dernier avantage de l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est la durabilité environnementale. Alors l'agriculture urbaine favorise la gestion des déchets organiques et elle peut contribuer à la préservation de la biodiversité urbaine ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre du fait de la proximité des lieux de vente. Dans certaines villes comme Dakar ou Tunis, le recyclage des eaux usées permet de limiter l'épuisement des nappes phréatiques, contrecarrer la rareté des sources en eau et préserver l'eau potable. L'agriculture urbaine participe ainsi à la lutte contre le changement climatique. Maintenant, en termes d'inconvénients. Le premier concerne la disponibilité limitée des terres. Les zones urbaines sont souvent confrontées à une pression foncière, ce qui rend difficile l'accès à des terres pour l'agriculture urbaine et périurbaine. La compétition pour l'utilisation des sols est un défi majeur. La pression foncière est très forte et la compétition entre urbanisation et agriculture est rarement en faveur des activités agricoles. Deuxième inconvénient, la pollution. L'agriculture urbaine peut être confrontée à des problèmes de pollution de l'air et de l'eau en raison de la proximité des zones industrielles et des activités urbaines. Cela peut avoir un impact sur la qualité des produits agricoles. Je vous avais raconté l'histoire des poivrons bleus. Si vous voulez la connaître, rendez-vous dans cette vidéo juste là-haut. Troisième point, c'est l'accès limité aux ressources. Selon où se situe la ferme, l'accès à l'eau peut également faire l'objet d'une compétition, à proximité d'une usine, dans un quartier résidentiel, etc. Le difficile accès à l'eau peut nuire à la pratique. En bref, l'inégal accès aux ressources peut limiter la productivité de l'agriculture urbaine. Maintenant, quels sont les défis actuels de l'agriculture urbaine et périurbaine à relever en Afrique? Le premier concerne la gestion des déchets. La gestion efficace des déchets organiques est essentielle pour maintenir la fertilité des sols urbains et éviter la pollution. Les autorités locales doivent promouvoir des politiques de gestion des déchets adaptées à l'agriculture urbaine. Le deuxième défi, c'est l'accès aux ressources et aux connaissances. Les agriculteurs urbains ont besoin d'un accès adéquat aux ressources agricoles, telles que les semences de qualité, les engrais adaptés à leur environnement et l'eau. De plus, des formations techniques sont nécessaires pour améliorer leurs pratiques agricoles. Troisième défi à relever, l'intégration dans les politiques urbaines. L'agriculture urbaine doit être intégrée dans les politiques urbaines pour être reconnue et soutenue par les autorités locales. Cela inclut la mise en place de réglementations appropriées et de mécanismes de financement. Quatrième défi, le changement climatique. Les effets du changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations, peuvent avoir un impact sur la production agricole urbaine en Afrique. L'adaptation aux conditions climatiques changeantes est un enjeu majeur. On parle notamment de diversification des cultures, bonne gestion de l'eau, sensibilisation, soutien gouvernemental, etc. Vous l'aurez donc compris, votre activité en agriculture urbaine et périurbaine dépendra de plusieurs facteurs. Le milieu naturel, l'utilisation des terrains, l'aspect foncier donc, votre savoir-faire, votre connaissance des pratiques agricoles. Les opportunités pour les Africains dans l'agriculture urbaine et périurbaine sont nombreuses.
et inclut la création d'entreprises agricoles performantes et innovantes, l'accès aux marchés locaux en pleine expansion, la promotion de la souveraineté alimentaire, la contribution à la résilience des villes face aux défis environnementaux. Les jeunes et les femmes jouent un rôle crucial dans ce secteur en pleine croissance. Cependant, des défis subsistent, notamment liés à la gestion des ressources et à l'adaptation au changement climatique. Les autorités locales et les acteurs du secteur ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser le développement de l'agriculture urbaine sur notre continent et maximiser ses bénéfices pour les populations. C'est la fin de notre épisode. N'oubliez surtout pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify pour ceux qui préfèrent le podcast. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.